Il y a des nuits où une femme pose ses valises sur le trottoir, regarde ses 2 enfants endormis dans ses bras, et comprend que sa vie vient de se couper en 2. Il y a des nuits où la douleur est tellement profonde qu'on n'arrive même plus à pleurer. Et aussi il y a ces mêmes nuits, qui deviennent des points de départ d'une nouvelle vie. Cette histoire va vous toucher. Elle va peut-être vous faire pleurer. Mais surtout, elle va vous rappeler que le karma ne dort jamais, que la dignité est une armure, et que la femme qu'on a essayé de détruire peut devenir la femme que le monde admire. Restez jusqu'à la fin parce que ce qui attend Élodie, personne ne l'aurait prévu. Avant que l'on commence, prenez un instant. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo en ce moment, de quel pays, de quelle ville vous venez. Cela me touche toujours de savoir que vous êtes là, de partout dans le monde, à écouter ces histoires ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rater aucune histoire. Et si cette narration vous touche, un petit pouce levé fait toute la différence. Maintenant, installez-vous confortablement. Élodie vous attend. Élodie Johnson avait grandi dans le quartier sud d'Atlanta, dans une maison petite mais remplie d'amour. Sa mère, Claudette, était une femme de caractère qui avait élevé ses 3 enfants seule après que son mari soit parti chercher une autre vie dans une autre ville, sans jamais regarder derrière lui. Claudette n'avait jamais expliqué à ses enfants pourquoi leur père était parti. Elle avait juste mis un tablier, retroussé ses manches, et continué d'avancer. C'est ce qu'Élodie avait appris en la regardant faire. On avance. Toujours. Même quand on ne comprend pas. Même quand ça fait mal. Élodie était la 2e de 3 enfants. Elle avait une grande sœur, Nadine, qui vivait à Chicago et un petit frère, Jérôme, qui avait toujours eu le don de faire rire tout le monde même dans les moments les plus sombres. Élodie, elle, était la silencieuse. Celle qui observait. Celle qui réfléchissait longtemps avant de parler. À l'école, elle n'était pas la plus bruyante de la classe, mais quand elle ouvrait la bouche, ses professeurs s'arrêtaient de faire ce qu'ils faisaient pour l'écouter. Elle avait ce don rare de voir les choses différemment. De trouver les mots justes. De comprendre ce que les autres ressentaient avant même qu'ils le disent. Elle avait rencontré Marc à l'université. Il était beau, c'était indéniable. Grand, les épaules larges, un sourire qui prenait toute la place dans une pièce. Il étudiait la finance et parlait de l'avenir avec une assurance qui fascinait Élodie. Elle qui avait grandi sans grand-chose, elle qui avait appris très tôt que l'argent était quelque chose qu'on cherche, qu'on gagne avec effort et qu'on protège soigneusement. Elle était troublée par cette façon qu'avait Marc de parler de la réussite comme si elle lui appartenait déjà. Comme si la vie lui avait déjà dit oui avant qu'il pose la question. Ils se sont mis ensemble au début de leur 3e année. Marc était attentionné au début. Il apportait des fleurs. Pas souvent, mais suffisamment pour qu'Élodie s'en souvienne. Il l'appelait sa force tranquille. Il disait qu'elle était la femme la plus intelligente qu'il ait jamais connue. Et Élodie, qui avait peu l'habitude d'être vue de cette façon, avait ouvert son cœur complètement, sans retenue, comme on ouvre une fenêtre après un long hiver. Après l'université, ils se sont mariés. Pas une grande cérémonie parce que les moyens n'étaient pas là, mais un mariage sincère, avec leur famille, dans l'église de la mère de Marc à Atlanta. Claudette avait porté sa plus belle robe et avait chuchoté à l'oreille d'Élodie juste avant qu'elle entre dans l'église. Elle lui avait dit de ne jamais oublier qui elle était, peu importe ce que la vie lui apportait. Élodie avait serré la main de sa mère, avait souri, et était entrée. Les premières années avaient été modestes mais heureuses. Ils habitaient dans un appartement à 2 chambres dans le quartier et d'Atlanta. Marc travaillait dans une petite entreprise de services financiers. Élodie avait trouvé un poste dans une agence de communication, un travail qu'elle aimait profondément parce qu'il lui permettait d'utiliser sa créativité. Elle rédigeait des contenus, imaginait des campagnes, travaillait avec des clients de toutes sortes. Elle était bonne dans ce qu'elle faisait. Son supérieur le lui disait. Ses collègues le reconnaissaient. Mais à la maison, Marc ne lui en parlait presque jamais. Pas parce qu'il était méchant, mais parce que la réussite d'Élodie ne l'intéressait pas autant que la sienne. Puis les jumeaux sont arrivés. Noah et Naomi. 2 petits êtres qui ont fait exploser le cœur d'Élodie dès le premier regard. Noah avait les yeux de son père et la bouche de sa mère. Naomi avait les fossettes de Claudette et le regard curieux d'Élodie. À 5 ans, ils étaient déjà 2 personnalités complètes. Noah voulait tout explorer, tout toucher, tout comprendre. Naomi préférait observer, dessiner, et raconter des histoires avec ses jouets pendant des heures. Élodie les regardait vivre et se disait que peu importe ce qui n'allait pas dans sa vie, ses 2 enfants étaient sa raison d'être. Parce que quelque chose n'allait plus.
Ça avait commencé par des petits signes. Des dîners où Marc regardait son téléphone plus qu'il ne la regardait elle. Des week-ends où il rentrait tard sans vraiment expliquer pourquoi. Des moments où Élodie posait une question simple, du genre comment s'est passée ta journée, et où Marc répondait avec ce ton légèrement agacé comme si elle venait de l'interrompre dans quelque chose d'important. Élodie avait d'abord mis ça sur le compte du stress professionnel. Marc avait changé d'entreprise 2 ans auparavant. Il travaillait maintenant dans une boîte plus importante, avec plus de responsabilités, plus de pression. Elle comprenait ça. Elle faisait des efforts. Elle se levait plus tôt pour préparer le petit déjeuner de toute la famille avant que les enfants aillent à l'école. Elle s'organisait pour que la maison soit toujours propre, que le frigo soit toujours plein, que les enfants soient toujours pris en charge sans que Marc ait à s'en préoccuper. Elle continuait de travailler, de gérer l'agenda familial, les rendez-vous médicaux des enfants, les réunions scolaires, les anniversaires, les fêtes. Elle faisait tout ça en souriant parce qu'elle pensait que c'était ce que faisaient les bonnes épouses. Les femmes fortes. Celles qui tiennent. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle tenait, Marc regardait ailleurs. Vanessa était entrée dans l'entreprise de Marc il y a 1 an et demi. Elle était responsable des relations clients, élégante dans le sens où certaines personnes sont élégantes sans même y penser, comme si la grâce leur collait naturellement à la peau. Elle s'habillait bien, parlait avec assurance, et dégageait ce genre de présence qui fait que les gens se retournent quand elle entre dans une pièce. Marc avait commencé à mentionner son nom à table. D'abord de manière professionnelle. Vanessa a eu une idée brillante en réunion aujourd'hui. Vanessa a décroché le contrat avec ce nouveau client. Puis les mentions avaient cessé. Et c'est là qu'Élodie avait su. Quand un homme arrête de parler d'une femme, ce n'est pas parce qu'elle n'est plus importante. C'est parce qu'elle est devenue trop importante pour être mentionnée. Élodie n'avait rien dit. Elle avait attendu. Elle avait observé. Elle avait espéré se tromper. Mais un soir, un jeudi soir de novembre, alors que les enfants dormaient et qu'elle lavait la vaisselle dans la cuisine, elle avait entendu Marc rire dans la pièce d'à côté. Pas ce rire poli qu'on fait par habitude. Ce rire profond, léger, presque adolescent, celui qu'on garde pour les gens qui nous font vraiment du bien. Elle avait posé le verre qu'elle tenait, s'était séché les mains, et avait regardé par la porte entr'ouverte du salon. Marc était assis sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille, les yeux plissés de plaisir, et il chuchotait avec une douceur qu'Élodie n'avait pas entendue depuis des années. Elle n'avait pas fait de scène ce soir-là. Elle était allée se coucher. Elle avait fixé le plafond pendant des heures. Et le lendemain matin, elle avait préparé le petit déjeuner comme d'habitude, habillé les enfants comme d'habitude, et souri à Marc quand il avait pris son café. Parce qu'elle ne savait pas encore quoi faire de ce qu'elle venait de comprendre. Parce que quelque chose en elle espérait encore que la réalité était différente de ce qu'elle voyait. Mais la réalité était exactement ce qu'elle voyait. 3 semaines plus tard, un samedi matin, Marc lui avait demandé de s'asseoir. Les enfants étaient dans leur chambre. Il y avait du soleil dehors, ce genre de soleil d'automne qui dort tout sans vraiment réchauffer. Marc s'était assis en face d'elle à la table de la cuisine, et il avait posé les mains à plat sur la table. Ce geste, Élodie ne l'oublierait jamais. Ses 2 grandes mains à plat, comme pour stabiliser quelque chose qui allait s'effondrer. Il lui avait dit qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre. Il avait dit ça directement, sans détour, avec cette assurance froide qu'il avait parfois. Il lui avait dit qu'il avait essayé de résister, que ça n'avait pas été planifié, que ce n'était pas contre elle. Et puis il avait dit la phrase qui avait tout changé. Il avait dit que Vanessa allait venir s'installer à la maison. Que c'était sa décision. Que la maison était à son nom. Qu'il souhaitait qu'Élodie parte avec les enfants. Le silence qui avait suivi cette phrase était différent de tous les silences qu'Élodie avait connus. C'était un silence qui pesait quelque chose de concret. Quelque chose de lourd et d'irréel en même temps. Elle avait regardé Marc. Elle avait cherché dans son visage une trace de culpabilité, de regret, de douleur. Quelque chose qui lui aurait dit qu'au fond, même s'il faisait une chose terrible, il restait humain. Mais Marc regardait la table. Il ne la regardait pas elle. Élodie avait pris une grande inspiration. Et elle avait dit une seule chose. Elle lui avait dit qu'elle allait ramasser ses affaires et celles des enfants. Et elle était sortie de la cuisine. Elle avait fait les valises en silence. Les enfants dormaient encore. Elle avait plié les vêtements de Noah avec soin. Elle avait mis les peluches préférées de Naomi dans un sac. Elle avait pris les documents importants, les papiers d'identité, les carnets de santé. Elle avait mis tout ça dans 3 valises et 2 grands sacs. Et quand elle avait passé devant le miroir de la chambre pour la dernière fois,
Elle s'était regardée dans les yeux une seconde. Juste une seconde. Comme pour se dire, je suis encore là. Puis elle avait réveillé doucement les enfants. Noah lui avait demandé où ils allaient avec ses yeux encore gonflés de sommeil. Élodie avait souri et lui avait dit qu'ils allaient chez Mamie Claudette. Noah avait hoché la tête comme si ça lui convenait parfaitement. Naomi n'avait rien dit. Elle avait juste serré sa peluche et pris la main de sa mère. Marc était dans le couloir quand ils étaient passés devant lui. Il n'avait rien dit. Élodie non plus. Elle avait chargé les valises dans la voiture, attaché les enfants sur leur siège, et elle avait démarré. Elle avait roulé 3 rues avant que les larmes arrivent. Pas des sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues pendant qu'elle fixait la route devant elle. À l'arrière, Noah s'était rendormi. Naomi regardait les immeubles défiler par la fenêtre en serrant toujours sa peluche. La maison de Claudette était à 40 minutes de route. Quand Élodie avait garé la voiture devant chez sa mère, il était 7h30 du matin. Elle était restée assise dans la voiture quelques instants, les mains sur le volant, à respirer. Puis elle avait pris son téléphone et envoyé un message à Claudette. Elle lui avait juste écrit « Je suis dehors, j'ai besoin de toi ». 2 minutes plus tard, Claudette avait ouvert la porte d'entrée en robe de chambre, les cheveux encore défaits, et elle avait regardé la voiture d'Élodie dans son allée avec ses yeux de mère qui comprennent tout sans qu'on dise rien. Elle avait descendu les 3 marches du Porsche, traversé l'allée, et ouvert la portière côté conducteur. Elle avait mis ses 2 mains sur le visage de sa fille. Et elle lui avait dit qu'elle était là. Élodie avait craqué à ce moment-là. Vraiment craqué. Ses larmes retenues depuis des mois, peut-être depuis des années, qui sortaient d'un coup dans les mains de sa mère. Claudette ne disait rien. Elle la tenait juste. Les enfants à l'arrière avaient commencé à se réveiller. Claudette les avait sortis de la voiture avec cette efficacité douce qu'ont les grands-mères. Elle leur avait dit d'aller chercher des gâteaux dans la cuisine. Et ça avait suffi pour que Noah dévale l'allée en courant et que Naomi le suive en trottinant. Cette nuit-là, Élodie avait dormi dans son ancienne chambre chez sa mère. Dans le lit où elle avait dormi enfant. Avec le même papier peint légèrement passé, la même fenêtre qui donnait sur le jardin, le même silence familier. Et pour la première fois depuis longtemps, malgré tout, elle avait dormi. Pas bien. Mais elle avait dormi. Les jours qui ont suivi étaient difficiles à décrire. Il y a une période, quand la vie vous frappe fort, où vous n'êtes pas encore dans la reconstruction mais où vous n'êtes plus dans le choc non plus. Vous êtes dans un entre-deux étrange où vous continuez de fonctionner mécaniquement parce que vous n'avez pas le choix, parce que les enfants ont besoin de manger, parce que l'école continue, parce que la vie continue. Mais à l'intérieur, c'est comme si quelqu'un avait enlevé quelque chose d'essentiel et que vous n'arriviez pas encore à identifier ce que c'est. Pour Élodie, ce quelque chose d'essentiel n'était pas Marc. Elle avait compris ça assez vite. Ce qu'elle avait perdu, c'était la version d'elle-même qui croyait encore qu'elle était en sécurité. La femme qui se levait le matin en pensant qu'elle avait un foyer, une famille intacte, un futur partagé. Cette femme-là n'existait plus. Et en reconstruire une autre prenait du temps. Elle continuait d'aller travailler. Son supérieur, un homme prénommé David qui l'estimait sincèrement, avait remarqué que quelque chose n'allait pas et lui avait proposé d'ajuster temporairement ses horaires pour qu'elle puisse gérer sa situation personnelle. Elle avait accepté avec reconnaissance. Les enfants étaient chez Claudette le matin et Élodie les récupérait le soir. Ce fonctionnement avait duré plusieurs mois. Les nuits, quand les enfants étaient couchés, Élodie s'asseyait à la table de la cuisine chez sa mère avec un carnet. Elle écrivait. Pas un journal exactement. Plutôt des pensées. Des questions. Des observations sur ce qu'elle vivait et ce qu'elle voulait pour la suite. Claudette la trouvait parfois là le soir quand elle descendait boire de l'eau, et elle posait une main sur son épaule sans rien dire, et Élodie levait les yeux vers elle et souriait légèrement. Il y avait eu des moments très durs. Des moments où la colère prenait toute la place. Pas une colère explosive. Une colère froide, sourde, qui lui serrait la gorge certains matins quand elle repensait à la façon dont Marc avait posé ses 2 mains à plat sur la table et lui avait dit de partir de chez elle comme si elle était une locataire récalcitrante. Une colère contre elle-même aussi, parfois, parce qu'elle se demandait ce qu'elle aurait pu faire différemment, si elle avait raté quelque chose, si elle avait été assez attentive, assez belle, assez intéressante. Claudette l'avait surprise un soir à penser à voix haute comme ça. Et Claudette avait tiré une chaise, s'était assise en face d'elle, et lui avait dit une chose qu'Élodie avait gravée dans sa mémoire pour toujours. Sa mère lui avait dit que quand quelqu'un choisit de vous faire du mal, la question n'est jamais ce que vous avez raté. La question est ce que cette personne a raté en vous perdant. Et que la seule réponse vraie à cette question, Élodie allait devoir la construire avec sa vie.
Ces mots avaient fait quelque chose dans la poitrine d'Élodie. Quelque chose s'était légèrement desserré. Pas complètement, mais légèrement. Et c'était suffisant pour continuer d'avancer. Les enfants, eux, traversaient la séparation à leur manière. Noah avait commencé à poser des questions sur son père. Où il était? Pourquoi il n'était pas là? Élodie répondait avec les mots les plus simples et les plus honnêtes qu'elle pouvait trouver. Elle lui disait que papa et maman ne vivaient plus ensemble, que ce n'était pas de leur faute à lui et à Naomi, que leur père les aimait et qu'il les verrait pour les visites. Noah hochait la tête avec ce sérieux des enfants qui comprennent plus qu'on ne le pense. Naomi, elle, avait commencé à dessiner beaucoup. Des maisons, des familles, des soleils, des arbres avec des racines très profondes. Élodie accrochait chaque dessin de Naomi sur le mur de la cuisine chez Claudette. Les visites avec Marc avaient commencé quelques semaines après la séparation. Il venait chercher les enfants le samedi matin et les ramenait le dimanche soir. Élodie l'attendait dehors quand il arrivait. Ils échangeaient quelques mots polis sur les enfants, leur santé, leurs besoins. Ils ne se regardaient pas vraiment. C'était une relation qui s'était réduite à sa forme la plus minimale. Deux parents qui organisent la vie de deux enfants sans se voir eux-mêmes. Vanessa était parfois dans la voiture quand Marc venait chercher les enfants. La première fois qu'Élodie l'avait vu en vrai, elle avait ressenti quelque chose qu'elle ne s'était pas attendue à ressentir. Pas de la haine. Pas de la jalousie. Quelque chose qui ressemblait plutôt à de la tristesse. Parce que Vanessa était effectivement belle. Et élégante. Et quand elle avait souri aux enfants par la fenêtre de la voiture, son sourire était sincère. Élodie avait regardé tout ça, et elle avait compris que la douleur de sa situation ne venait pas de Vanessa. Elle venait de Marc. Elle venait du choix que Marc avait fait. De la manière dont il l'avait fait. De la façon dont il avait traité la mère de ses enfants comme si ces années consacrées à cette famille ne valaient pas une vraie conversation, un vrai respect, une vraie dignité. Cette prise de conscience avait été libératrice d'une certaine façon. Parce qu'elle lui avait permis de diriger sa colère là où elle devait aller. Et une fois qu'elle savait où allait sa colère, elle pouvait commencer à décider quoi en faire. Ce qu'elle avait décidé d'en faire, c'était de l'énergie. L'idée du business n'était pas venue d'un coup. Elle avait germé lentement, comme les meilleures idées. Depuis ses années à l'agence de communication, Élodie avait accumulé un savoir-faire réel. Elle savait créer des contenus percutants. Elle savait parler à des audiences diverses. Elle savait ce que les petites entreprises cherchaient et ne trouvaient pas toujours dans les grandes agences, une approche humaine, personnalisée, accessible. Pendant des années, elle avait eu cette idée en tête de créer sa propre structure. Mais il y avait toujours une raison de remettre à plus tard. Le manque de temps. La stabilité du salaire. Marc qui disait que ce n'était pas le bon moment. Maintenant, plus rien ne la retenait. Elle avait commencé à préparer son projet lors de ses nuits à la table de la cuisine. Des pages et des pages de notes dans son carnet. Elle définissait son offre, identifiait ses clients potentiels, calculait ses coûts de départ. Elle était rigoureuse parce que c'était dans sa nature. Elle prenait son temps parce qu'elle ne voulait pas foncer tête baissée. Mais elle ne reculait plus. Au bout de 8 mois chez sa mère, Élodie avait loué un petit appartement à 2 chambres dans un quartier tranquille d'Atlanta. Pas luxueux, mais propre, lumineux, à elle. Elle avait installé les chambres des enfants en premier, avant la sienne. Noah avait demandé un lit en forme de voiture de course. Elle avait dit non mais lui avait trouvé un beau lit bleu avec des étoiles au plafond. Naomi avait voulu des rideaux roses. Elle avait eu des rideaux roses. Et Élodie, le premier soir dans ce nouvel appartement, après avoir couché les enfants, s'était assise par terre dans son salon encore à moitié vide, avait regardé les murs blancs autour d'elle, et avait souri. Pas un grand sourire. Un petit sourire discret. Celui de quelqu'un qui réalise que même si tout a été brisé, il reste debout. La création de sa société s'était formalisée 6 mois après son installation dans l'appartement. Elle avait appelé son entreprise Élodie Création. Simple, directe, à son image. Elle proposait des services de communication pour les petites entreprises et les indépendants. Création de contenu, gestion des réseaux sociaux, rédaction de supports de communication, conseil en stratégie de présence en ligne. Elle avait commencé avec 2 clients. Des connaissances qui lui faisaient confiance. Des gens qui l'avaient vu travailler et qui n'avaient pas hésité quand elle leur avait proposé de travailler ensemble. Les premiers mois avaient été difficiles financièrement. Elle jonglait entre son emploi à l'agence, qu'elle gardait à temps partiel pour assurer la stabilité, et le développement de sa propre activité.
Il y avait des semaines où elle calculait ses dépenses au centime près. Où elle prenait des décisions compliquées entre renouveler son abonnement à un outil professionnel ou payer une activité parascolaire pour les enfants. Mais elle ne se plaignait pas. Du moins pas à voix haute. Elle gardait ça pour son carnet, pour ses nuits de réflexion, pour ses prières du dimanche matin dans l'église où elle avait commencé à retourner après des années d'absence. Cette église avait joué un rôle important dans sa reconstruction. Ce n'était pas tant la religion en tant que telle que la communauté. Des femmes de tous âges qui se retrouvaient, qui parlaient, qui se soutenaient. La pasteure, une femme prénommée Ruth qui avait à peu près l'âge de Claudette, avait une façon de parler qui ne ressemblait à rien de ce qu'Élodie avait connu avant. Elle ne prêchait pas de l'extérieur. Elle parlait de l'intérieur. Comme quelqu'un qui avait traversé ses propres tempêtes et qui avait décidé d'en faire de la lumière pour les autres. Élodie avait rejoint un groupe de femmes qui se réunissaient le premier vendredi de chaque mois. Des femmes qui avaient traversé des divorces, des deuils, des pertes d'emploi, des maladies. Des femmes qui avaient appris à se reconstruire et qui offraient leur expérience comme une main tendue à celles qui en étaient au début de leur propre chemin. Élodie avait d'abord été silencieuse dans ce groupe. Elle écoutait. Elle observait. Puis un soir, elle avait parlé. Elle avait raconté une partie de son histoire. Et quand elle avait fini, il y avait eu un silence dans la pièce, pas de gêne, mais de reconnaissance. Et plusieurs femmes avaient dit qu'elles s'y retrouvaient. Ce soir-là, elle avait compris que son histoire avait une valeur. Pas seulement pour elle, mais pour d'autres. Pendant ce temps, Élodie Création grandissait. Lentement mais sûrement. Le 3e client était venu par recommandation. Puis le 4e. Puis elle avait décroché un contrat avec une chaîne de restaurants afro-américains qui voulait développer sa présence sur les réseaux sociaux. C'était son premier grand contrat. Elle avait travaillé dessus pendant des semaines, peaufiné chaque détail, livré un résultat qui avait dépassé les attentes de son client. Ce client en avait parlé à d'autres. Et les autres avaient appelé. À la fin de sa 2e année d'activité, Élodie avait pu quitter son emploi à mi-temps à l'agence. Elle vivait entièrement de son entreprise. Elle avait embauché une première collaboratrice, une jeune femme prénommée Amber, fraîchement diplômée, curieuse et travailleuse. Ensemble, elles avaient créé une petite équipe efficace. L'appartement était maintenant entièrement meublé. Pas luxueusement, mais confortablement. Avec des choses choisies avec soin, avec intention. Chaque objet dans cet appartement avait une signification pour Élodie parce qu'elle l'avait acheté avec son propre argent, gagné avec son propre travail. Les enfants s'étaient adaptés à cette nouvelle vie. Noah avait trouvé des amis dans le quartier. Il jouait au football américain le week-end avec des garçons de son âge et rentrait à la maison couvert de boue et le sourire aux lèvres. Naomi continuait de dessiner mais avait aussi découvert la danse. Élodie l'avait inscrite dans une académie de danse moderne. Le soir du premier spectacle, quand Naomi était montée sur scène avec sa petite tenue argentée et qu'elle avait commencé à danser avec une concentration et une grâce qui avaient rendu tout le public silencieux, Élodie avait pleuré. Pas de tristesse. De fierté. De joie pure. La vie avait une couleur différente maintenant. Pas parfaite. Il y avait toujours des difficultés. Des semaines où les enfants tombaient malades en même temps que des délais professionnels s'accumulaient. Des nuits où l'inquiétude prenait plus de place que le sommeil. Des moments de solitude qui pouvaient être lourds à porter. Mais c'était une vie qui lui appartenait. Une vie qu'elle construisait avec ses propres décisions, ses propres forces, ses propres valeurs. Elle avait 34 ans quand elle avait rencontré Marcus. Ce n'était pas dans un bar, ni sur une application. C'était dans la salle d'attente d'un cabinet dentaire un mercredi matin. Élodie attendait avec Noah qui avait mal à une dent depuis 2 jours. Marcus attendait avec sa nièce de 8 ans, une petite fille prénommée Zara, qui avait peur des dentistes et qui serrait la main de son oncle avec les 2 siennes en regardant la porte du cabinet avec des yeux ronds. Élodie avait souri à Zara parce que Noah aussi regardait cette porte avec un peu d'appréhension et elle avait dit quelque chose de léger pour dédramatiser la situation. Zara avait ri. Marcus avait levé les yeux de son téléphone et les avait regardés tous les deux avec un sourire reconnaissant. Ils avaient parlé dans cette salle d'attente pendant 30 minutes. Marcus était architecte. Il travaillait à son compte depuis plusieurs années, lui aussi, et avait donc cette façon de parler du travail indépendant que seules les personnes qui l'ont vécu de l'intérieur ont. Cette façon de parler des nuits de doute et des matins de victoire avec la même honnêteté. Élodie l'avait trouvé agréable. Direct sans être brusque. Attentionné sans être envahissant.
Quand Noah avait été appelé par le dentiste et qu'ils avaient dû interrompre leur conversation, Marcus lui avait demandé si elle acceptait qu'il lui envoie un message. Elle lui avait donné son numéro. Il lui avait envoyé un message le soir même. Juste pour dire que ça lui avait fait plaisir de la rencontrer. Elle avait répondu. Et puis ils avaient parlé. D'abord par message. Puis par appel téléphonique, ces longues conversations du soir quand les enfants sont couchés et qu'on a enfin le temps d'être vraiment soi-même. Marcus n'avait pas d'enfant. Il avait été dans une relation longue qui s'était terminée 4 ans auparavant pour des raisons qu'il avait expliquées avec la même honnêteté désarmante qu'il mettait dans tout le reste. Il s'était consacré à son travail et à sa famille depuis. Il était très proche de sa sœur et de ses nièces. Il avait ce rapport aux femmes respectueux, naturel, qui venait clairement d'une éducation où les femmes n'avaient pas été vues comme des accessoires mais comme des personnes entières. Leur première sortie avait été simple. Un déjeuner un samedi, dans un restaurant de quartier qu'ils connaissaient. Ils avaient mangé et parlé pendant 2h30 sans voir le temps passer. À la fin, il lui avait dit qu'il aimerait la revoir. Elle avait dit qu'elle aussi. Elle avait pris son temps pour lui présenter les enfants. Plusieurs mois s'étaient écoulés avant que Noah et Naomi le rencontrent. Elle avait fait ça consciemment, délibérément, parce qu'elle savait que ses enfants n'avaient pas besoin d'une série de présences éphémères dans leur vie. Elle attendait d'être sûre que Marcus était quelqu'un de stable, de sincère, avant de créer ce lien. Quand la présentation avait enfin eu lieu, c'était un dimanche après-midi dans un parc. Marcus avait apporté un cerf-volant. Noah avait immédiatement voulu savoir comment ça fonctionnait. Marcus s'était accroupi à son niveau et lui avait tout expliqué avec patience. Naomi avait observé de loin pendant 20 minutes, puis elle s'était approchée et avait demandé si elle pouvait essayer. Marcus lui avait tendu la ficelle du cerf-volant sans faire de commentaire, et Naomi avait couru dans le vent et le cerf-volant s'était envolé haut dans le ciel bleu de l'après-midi. Ce soir-là, dans la voiture sur le chemin du retour, Noah avait dit depuis le siège arrière que Marcus était sympa. Naomi avait regardé par la fenêtre et n'avait rien dit. Puis au moment où Élodie garait la voiture devant l'appartement, Naomi avait dit tout bas que le cerf-volant était beau. C'était son approbation à elle. Élodie l'avait reçu comme un cadeau. La relation avec Marcus s'était développée avec la même douceur tranquille. Pas de grandes déclarations dramatiques. Pas de précipitation. Juste 2 adultes qui avaient tous les 2 appris par l'expérience que les choses durables se construisent avec du soin, pas avec de l'impatience. Il y avait eu des moments difficiles aussi. Des moments où Élodie avait eu peur. Pas de Marcus, mais d'elle-même. De sa propre capacité à faire confiance de nouveau. Il y avait ces nuits où un rien la faisait se questionner, où une phrase anodine de Marcus déclenchait une alerte intérieure que sa raison avait du mal à éteindre. Elle en avait parlé à Marcus. Directement, comme elle faisait maintenant avec tout ce qui comptait. Elle lui avait dit qu'elle avait des cicatrices et que parfois ces cicatrices se réveillaient mal. Marcus avait écouté sans l'interrompre. Et il lui avait répondu que les cicatrices ne l'effrayaient pas. Que ce qui lui importait, c'était comment elle les portait. Et elle les portait avec dignité. 2 ans après leur rencontre dans cette salle d'attente de cabinet dentaire, Marcus avait demandé Élodie en mariage. Pas dans un restaurant luxueux. Pas avec des fleurs partout et une surprise organisée à grande échelle. Dans le salon de son appartement, un soir ordinaire de semaine, après le dîner, quand les enfants avaient été couchés. Il lui avait dit simplement qu'il voulait passer le reste de sa vie avec elle, avec Noah et Naomi. Qu'il n'avait jamais autant respecté quelqu'un. Qu'il n'avait jamais autant aimé quelqu'un. Élodie avait dit oui. Pas d'hésitation. Pas d'inquiétude. Un oui clair, lumineux, qui sortait de quelque part au centre d'elle-même où rien de brisé ne restait. Le mariage avait eu lieu un samedi de mai. Pas une cérémonie extravagante mais une célébration authentique. L'église de la pasteur Ruth. Les proches. Claudette en première rangée avec sa plus belle robe, encore une fois, qui pleurait depuis le début de la cérémonie et qui riait en même temps. Jérôme qui avait fait le discours le plus drôle et le plus touchant qu'Élodie ait jamais entendu. Nadine venue de Chicago avec ses enfants. Les femmes du groupe du premier vendredi. Et Noah et Naomi, habillés tous les 2 pour la première fois de leur vie de façon coordonnée, qui regardaient leur mère marcher vers Marcus avec une solennité enfantine qui avait fait rire et pleurer l'assemblée. Élodie avait marché seule dans l'allée centrale. Elle n'avait pas voulu qu'on la tienne par le bras pour l'amener à Marcus. Elle avait voulu marcher seule. Parce qu'elle était seule quand tout avait commencé. Parce que c'était elle seule qui avait fait ce chemin. Et maintenant elle choisissait librement, debout, de tout son poids,
de continuer ce chemin avec l'homme qui l'attendait au bout de l'allée. Marcus l'avait regardé arriver avec les yeux de quelqu'un qui voit exactement la personne devant lui. Pas une idée. Pas un rêve. Elle. Élodie. Avec tout ce qu'elle était. La fête avait duré jusqu'à tard dans la nuit. On avait dansé. On avait mangé. On avait ri. Noah avait dormi sur une chaise dans le coin de la salle à minuit. Naomi avait dansé jusqu'à ne plus tenir sur ses jambes. Et Élodie avait regardé tout ça et avait pensé à ce samedi matin d'automne, plusieurs années auparavant, quand elle avait chargé des valises dans une voiture avec 2 enfants endormis. Elle avait pensé à tout ce chemin parcouru. Et elle avait su avec certitude que rien de tout ça n'aurait été possible si elle n'avait pas été forcée de recommencer à zéro. La douleur avait été la fondation. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la vie de Marc avait pris une direction très différente. Les premiers temps avec Vanessa avaient ressemblé à ce que Marc espérait. Vanessa était là, élégante, lumineuse dans sa maison, dans sa vie. Il l'aimait de cette façon intense et un peu aveugle dont on aime les choses nouvelles. Les choses qui brillent avant qu'on en connaisse le prix. Mais les mois avaient passé. Et les années. Vanessa était une femme qui avait ses propres ambitions, ses propres projets, ses propres priorités. Ce que Marc avait pris pour une admiration sans condition s'était révélé être simplement le comportement d'une personne qui ne s'effaçait pas devant lui. Vanessa n'était pas Élodie. Elle ne gérait pas la maison en silence. Elle ne s'organisait pas pour que tout soit parfait sans attendre de reconnaissance. Elle demandait. Elle exigeait. Elle avait une opinion sur tout et la défendait. Et Marc, qui n'avait pas vraiment compris que ce qu'il avait avec Élodie était le fruit d'un travail invisible, d'un dévouement quotidien, avait commencé à trouver Vanessa difficile. Il avait commencé à mesurer l'écart. Pas avec honnêteté. Il ne s'était jamais dit clairement qu'Élodie avait tout fait pour tenir cette famille ensemble pendant qu'il regardait ailleurs. Il avait plutôt commencé à idéaliser ce qu'il avait perdu en l'effaçant de sa mémoire de la façon dont les gens effacent ce qui les rend inconfortables. Mais la comparaison s'imposait à lui malgré tout dans les petits détails quotidiens. Le fait que le frigo était souvent vide. Que les enfants quand ils venaient le week-end remarquaient que la maison était moins organisée qu'avant. Que ses chemises n'étaient pas toujours repassées le lundi matin. Des détails. Mais les détails disent toujours la vérité. Sur le plan professionnel, les choses avaient commencé à se compliquer. L'entreprise pour laquelle Marc travaillait avait connu plusieurs années difficiles. Des restructurations, des départs, des changements de direction. Marc avait survécu à la première vague de licenciements. Pas à la deuxième. 2 ans après la séparation avec Élodie, il s'était retrouvé sans emploi. Il avait cherché du travail avec la certitude de quelqu'un qui pense que ça ne peut pas prendre longtemps. Cette assurance qu'il avait toujours eue. Mais le marché avait évolué. Son profil, bien que solide, n'était plus aussi différenciant qu'il l'avait été. Les entreprises cherchaient des profils plus jeunes, moins coûteux, plus adaptables aux nouvelles technologies financières. Les semaines sans emploi s'étaient étirées en mois. Vanessa avait tenu un moment. Mais elle n'était pas faite pour la précarité. Elle avait essayé d'être patiente. Et puis les tensions avaient commencé. Sur l'argent. Sur les ambitions. Sur la maison qui coûtait et dont le loyer était difficile à assumer avec un seul salaire. Sur le fait que Marc semblait bloqué, paralysé par une forme d'orgueil qui l'empêchait d'accepter des positions moins prestigieuses que ce à quoi il était habitué. Il y avait aussi la question des enfants. Noah et Naomi venaient le voir chaque semaine. Et Marc, qui n'avait pas vraiment compris l'ampleur du travail parental quand Élodie le faisait, se retrouvait désormais seul face à ses propres enfants le week-end sans vraiment savoir comment créer ce lien naturel que les enfants avaient avec leur mère. Il essayait. Mais il y avait un décalage. Les enfants l'aimaient parce qu'il était leur père. Mais ils rentraient chez leur mère avec un soulagement imperceptible qui n'était pas imperceptible pour lui. Puis Vanessa était partie. Ça n'avait pas été une grande scène dramatique. Ça avait été une conversation le dimanche matin, dans cette même cuisine où Marc avait dit à Élodie de partir des années auparavant. Vanessa lui avait dit qu'elle l'avait aimé. Mais qu'elle ne pouvait pas rester dans une situation qui n'évoluait pas. Qu'elle avait des projets et qu'elle avait besoin de quelqu'un qui avançait. Pas quelqu'un qui attendait que les choses reviennent à ce qu'elles avaient été. Marc était resté seul dans cette maison. Une maison trop grande pour lui seul. Avec les meubles que Vanessa avait choisis et emmenés en partie. Avec les silences qui durent différemment quand on est seul. Il avait trouvé un emploi finalement. Pas dans la finance à haut niveau.
dans une petite entreprise de gestion comptable. Un poste moins bien payé, moins valorisant selon ses propres critères. Il avait dû déménager dans un appartement plus petit. Pas dans un mauvais quartier. Juste plus modeste que ce à quoi il était habitué. Et dans cette modestie forcée, quelque chose avait commencé à se produire en lui. Lentement, douloureusement, Marc avait commencé à réfléchir. Pas à Élodie en termes romantiques. Mais à ce qu'il avait fait. À la façon dont il l'avait fait. Il y avait des nuits où ça lui revenait comme ça, ses mains à plat sur la table, cette manière froide de lui dire de partir avec les enfants comme si ça ne lui coûtait rien. Et pour la première fois, au lieu de mettre ces images de côté, il les avait laissées rester. Il les avait regardées en face. Et ce qu'il avait vu l'avait profondément gêné. Il avait parlé à sa mère. Sa mère lui avait toujours pardonné tout, mais cette fois-là, elle ne l'avait pas épargné. Elle lui avait dit ce qu'elle pensait vraiment de la façon dont il avait traité Élodie. Sans violence, mais sans douceur non plus. Avec cette honnêteté que les mères gardent pour les moments où elles savent que la complaisance ne servirait pas leur enfant. Marc avait écouté. Et quelque chose dans cette conversation avait ouvert une fissure dans cet orgueil qu'il avait longtemps protégé de lui-même. Il avait demandé des nouvelles d'Élodie à travers les enfants, indirectement, sans oser poser la question directement. Ce qu'il entendait lui revenait par fragments. Que maman avait une entreprise. Que maman avait un beau bureau maintenant. Que maman était heureuse. Que Marcus les avait emmenés faire du cerf-volant. Que Marcus avait épousé maman dans une belle fête où tout le monde avait dansé. Ce dernier fragment avait produit en Marc quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. Pas de la jalousie au sens possessif. Plutôt une prise de conscience. Élodie s'était reconstruite. Elle avait créé quelque chose. Elle avait trouvé quelqu'un. Elle avait continué. Et lui, pendant ce temps, avait perdu l'essentiel de ce qu'il croyait avoir alors qu'en réalité il l'avait jeté lui-même. Ce n'est pas le karma qui frappe brutalement dans un grand coup de tonnerre. Ce n'est pas comme dans les films. Le karma, c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus précis. C'est la vie qui vous présente progressivement la facture de vos propres choix. Et la facture de Marc, elle était longue. Il avait perdu son emploi de prestige. Il avait perdu sa maison. Il avait perdu Vanessa. Il avait perdu l'image qu'il avait de lui-même comme l'homme fort, l'homme qui réussit, l'homme qui sait où il va. Et surtout, il avait perdu l'aveuglement confortable qui lui avait permis pendant des années de ne pas voir ce qu'Élodie représentait vraiment. Un soir d'hiver, plusieurs années après la séparation, Marc avait demandé à Élodie s'ils pouvaient se parler. Pas au sujet des enfants. Au sujet d'eux. Elle avait accepté. Ils s'étaient retrouvés dans un café près de l'école des enfants, un endroit neutre, un après-midi en semaine quand les enfants étaient en classe. Marc était arrivé légèrement en avance. Il avait commandé 2 cafés et avait attendu. Quand Élodie était entrée dans le café, il l'avait regardée traverser la salle et quelque chose l'avait frappé. Elle portait sa vie différemment maintenant. Ce n'était pas une question de vêtements ou d'apparence physique. C'était quelque chose dans sa façon de se déplacer dans l'espace. Une assurance calme. Une présence qui ne cherchait pas à s'imposer mais qui existait pleinement. Elle s'était assise en face de lui. Elle avait regardé son café. Elle avait attendu qu'il commence. Marc avait mis du temps à trouver ses mots. Et puis il avait dit qu'il était désolé. Pas de façon générale, pas comme une formule. Il avait été précis. Il lui avait dit qu'il était désolé de la façon dont il l'avait traité. De la façon dont il lui avait demandé de partir. De ne pas avoir reconnu, pendant toutes ces années, ce qu'elle apportait à leur famille. Il lui avait dit qu'il avait eu honte en comprenant, trop tard, à quel point il avait été injuste. Élodie l'avait écouté sans l'interrompre. Son visage était calme. Pas distant, mais calme. Elle ne pleurait pas. Elle ne souriait pas non plus. Elle était juste là, présente, en train d'écouter. Quand il avait fini, il y avait eu un silence. Marc attendait. Peut-être de la colère. Peut-être des reproches. Il les aurait mérités. Et peut-être qu'une partie de lui les espérait d'une certaine façon, parce qu'il lui aurait dit qu'elle ressentait encore quelque chose. Ce qu'Élodie lui avait dit avait été plus difficile à recevoir que n'importe quelle colère. Elle lui avait dit qu'elle lui pardonnait. Pas pour lui. Pour elle. Elle lui avait expliqué qu'elle avait passé du temps à porter cette douleur et que ce temps avait été nécessaire. Mais qu'un moment était arrivé où elle avait compris que continuer à porter cette douleur avec elle, c'était laisser un espace dans sa vie à quelque chose de mort. Et qu'elle avait besoin de cet espace pour des choses vivantes. Elle lui avait dit qu'elle ne lui en voulait plus.
Pas parce que ce qu'il avait fait était acceptable. Mais parce que la femme qu'elle était devenue avait décidé que sa paix intérieure valait plus que son droit à rester blessée. Et puis elle lui avait dit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Elle lui avait dit qu'elle lui souhaitait sincèrement de se reconstruire lui aussi. Pas par politesse. Parce que ses enfants avaient besoin de voir leur père heureux et en paix. Parce que la santé de Mark, même si leur relation était terminée depuis longtemps, avait encore une incidence sur Noah et Naomi. Et que pour eux, elle lui souhaitait le meilleur. Mark n'avait pas réussi à dire grand-chose après ça. Il avait juste hoché la tête. Ses yeux brillaient. Il n'avait pas pleuré, mais c'était proche. Ils étaient restés encore quelques minutes dans ce café, à parler des enfants, des projets de l'été, de comment organiser les vacances. Des choses concrètes et ordinaires. Et puis Élodie avait regardé sa montre, dit qu'elle devait y aller, et s'était levée. Mark l'avait regardé sortir du café. Il était resté quelques minutes à regarder la porte après qu'elle soit passée. Et dans ce silence, avec sa tasse de café dans les mains, il avait pensé à tout ce qu'il avait raté. Non pas avec la fureur de quelqu'un qui veut tout récupérer. Avec la tristesse de quelqu'un qui comprend enfin ce qu'il avait entre les mains et ce qu'il en avait fait. Dehors, Élodie marchait vers sa voiture dans l'air froid de janvier. Elle avait les mains dans les poches. Elle pensait à cette conversation. Elle pensait à Mark avec cette douceur mesurée qu'on finit par avoir pour les gens qui nous ont fait du mal une fois qu'on les a vraiment quittés à l'intérieur. Elle pensait aussi à ce soir qui l'attendait. Marcus qui rentrait plus tôt parce qu'ils avaient prévu de cuisiner ensemble. Noah qui avait un exposé sur les volcans à terminer et qui avait besoin qu'on l'aide à trouver des images. Naomi qui avait répétition de danse le lendemain et qui voulait montrer son nouveau mouvement à sa mère ce soir. Sa vie. Sa vraie vie. Celle qu'elle avait construite. Elle avait ouvert la portière de sa voiture, s'était installée, et avait regardé dans le rétroviseur une seconde. Son propre regard lui avait souri. Elle avait démarré. Élodie Création avait maintenant 5 ans d'existence. Elle avait une équipe de 6 personnes. Elle avait un vrai bureau dans un immeuble du centre d'Atlanta, pas grand mais beau, avec de grandes fenêtres et des murs peints dans une couleur qui lui ressemblait, entre le doré et le brun chaud. Elle avait des clients fidèles, des nouveaux clients qui arrivaient par recommandation, des projets qui la stimulaient intellectuellement et qui lui permettaient de ne jamais s'ennuyer. Elle avait une réputation dans son secteur. Les gens qui la connaissaient professionnellement disaient qu'elle était la personne à qui on faisait appel quand on voulait que les choses soient bien faites. Elle avait 40 ans. 2 enfants de 10 ans qui grandissaient vite et bien. Un mari qui la regardait encore comme s'il la découvrait. Une mère qui habitait maintenant à 10 minutes de chez elle parce qu'elles avaient décidé toutes les deux que c'était mieux comme ça. Un groupe de femmes qui se réunissaient toujours le premier vendredi du mois et dont elle était maintenant l'une des voix qui apportait de l'espoir à celles qui venaient d'entrer dans leur propre tunnel. Elle avait une vie. Une vraie vie. Pas parfaite, avec ses complications et ses moments difficiles, mais entière, lumineuse, à elle. Et quand les gens lui demandaient parfois ce qui l'avait le plus aidé pendant les années de reconstruction, elle ne parlait pas de stratégie ou de méthode. Elle disait toujours la même chose. Elle disait que ce qui l'avait sauvée, c'était de ne jamais avoir laissé la douleur lui dire qui elle était. La douleur lui avait dit ce qui s'était passé. Pas ce qu'elle valait. Et elle avait refusé de confondre les deux. Elle disait aussi qu'elle était reconnaissante pour cette nuit où elle avait chargé ses valises dans la voiture avec ses 2 enfants endormis. Pas parce que la douleur était bonne. Mais parce que sans cette nuit-là, elle n'aurait jamais eu la nécessité de se retrouver elle-même complètement. Elle vivait dans une maison qui n'était pas vraiment la sienne, dans une vie qui n'était pas entièrement à elle, et elle ne le savait pas. C'est le départ forcé qui lui avait appris que la seule maison qui ne peut pas vous être enlevée, c'est celle que vous construisez à l'intérieur de vous-même. Noah avait 10 ans maintenant et demandait parfois à sa mère comment elle avait fait pour rester forte pendant tout ce temps. Et Élodie lui répondait qu'elle n'était pas toujours restée forte. Qu'il y avait eu des jours où elle n'était pas forte du tout. Mais qu'elle était restée debout. Et que la différence entre la force et rester debout, c'est que rester debout, tout le monde peut le faire. Même quand on n'est pas fort. Même quand on a peur. Il suffit de ne pas s'asseoir dans la douleur et d'attendre qu'elle parte toute seule. Il faut lui donner quelque chose à faire. Un objectif, un projet, une direction. Et la douleur se transforme. Noah avait écouté ça très sérieusement, comme il écoutait toujours les choses importantes, avec ses yeux qui enregistraient tout. Et il avait dit simplement que quand il serait grand, il voulait être quelqu'un dont ses enfants seraient fiers. Élodie l'avait regardé. Et elle avait pensé que quelque chose de bon était en train de pousser dans ce petit garçon. Quelque chose de solide.
Quelque chose qui venait en partie de tout ce qu'il avait vu. Pas malgré la douleur traversée. Grâce à elle. Ce soir-là, après le dîner, elle s'était assise dans le salon avec Marcus, les enfants couchés, la maison silencieuse et douce autour d'eux. Marcus avait posé sa main sur la sienne sur le canapé. Ils regardaient tous les deux, rien de particulier. Juste ce silence familier et confortable qui s'installe dans les maisons où les gens sont bien ensemble. Élodie avait pensé à Claudette. À ses nuits dans la cuisine avec le carnet. Aux pages et aux pages de questions et de réflexions. Au matin où elle se demandait si elle allait trouver la force de continuer. Aux victoires discrètes qui s'accumulaient. Au chemin parcouru. Et elle avait pensé que les histoires les plus belles ne sont pas celles où rien de mal n'arrive. Ce sont celles où quelque chose de terrible arrive et où la personne décide malgré tout de ne pas en faire la fin. L'histoire d'Élodie n'était pas finie. Elle était en train de continuer. Chaque jour. Chaque matin. Avec ses enfants, son mari, son entreprise, ses amis, sa mère, elle-même. Parce qu'on n'est jamais l'histoire de ce qu'on a perdu. On est toujours l'histoire de ce qu'on a choisi de bâtir après. Et Élodie avait bâti quelque chose d'immense. Pas visible de l'extérieur dans les premières années. Pas spectaculaire au sens où le monde l'entend. Mais immense parce que c'était réel, parce que c'était vrai, parce que chaque brique en avait été posée avec intention, avec douleur transformée en carburant, avec la conviction que même une femme mise dehors un samedi matin d'automne avec ses 2 enfants et 3 valises peut décider que ce n'est pas sa fin. C'est ça, l'histoire d'Élodie. Et si vous vous êtes reconnu quelque part dans cette histoire, si un passage a résonné avec quelque chose que vous vivez ou avez vécu, alors cette histoire était aussi pour vous. Parce que les histoires comme celle d'Élodie ne sont pas exceptionnelles. Il y a des Élodies partout. Des femmes et des hommes qui se relèvent en silence, qui reconstruisent sans que personne ne le voie, qui tiennent la main de leurs enfants et avancent même quand ils n'ont plus d'énergie. Cette histoire est pour vous. Si vous êtes encore dans les valises sur le trottoir, dans cette période où tout est incertain et douloureux, sachez que ce n'est pas la fin. C'est l'introduction de quelque chose que vous n'imaginez pas encore. Prenez le temps qu'il faut. Pleurez ce qui doit être pleuré. Et puis relevez-vous. Parce que la suite mérite d'être vécue. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de cette histoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti, quelle partie vous a le plus touché, et d'où vous regardez en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune histoire, et de mettre un pouce levé si cette narration a fait quelque chose en vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.